Olympiques, je rencontre un des types les plus extraordinaires du monde, un aventurier de la vie qui dit la vie est belle, qui fait tout ce qu'il veut dans l'existence. Il a fait 300 jours sur une île du Pacifique avec un couteau suisse et une machette dans les îles Tonga. Il enseigne à des personnalités prestigieuses le ski à Verbier. Et comme on l'avait vu une fois dans son appartement, je me suis dit, allez, on va faire une condition extrême, c'est-à-dire faire 23 heures minuit sur la place centrale de Martigny, sous les platanes, au mois de janvier. Bon, c'est vrai que c'est un mois de janvier encore gentil. Et puis, ces conditions extrêmes, elles vont être enrichies par Xavier Rosset, qui donne des conférences dans le monde entier et qui vit des trucs incroyables, notamment récemment en Arabie Saoudite. Alors, il s'est passé beaucoup de choses et j'aimerais beaucoup que vous les détailliez. Parce que d'abord, vous avez été évidemment relativement choqué par une certaine forme de traitement humain qui vous indigne, mais vous étiez chef sur un chantier. Oui, alors c'était une très belle aventure humaine en un, si je dois la résumer comme ça. Et en deux mots, en gros, on est venu me chercher en Suisse pour coordonner la construction d'un pipeline d'eau dans le désert en Arabie Saoudite au milieu de rien. Et puis pour moi c'est une nouvelle aventure, donc j'ai forcément accepté ce nouveau challenge. Et j'ai découvert un endroit, le désert est absolument incroyable, c'est beau, c'est difficile à décrire en quelques mots, mais des paysages que j'avais jamais vus avant. C'est un désert de sable ou de pierre ? C'est un désert mixte de sable et de pierre, et il y a des traces d'humains depuis 6000 ans avant notre ère, des pétroglyphes qui sont dessinés dans la roche, et ça date de tellement longtemps, et ça date d'une époque où il y avait encore de l'eau, il y avait des autruches, il y avait plein d'animaux qu'il n'y a plus du tout maintenant, et j'ai bien aimé ce voyage à travers le temps dans les déserts. À part ça, en rigolant, il y aura quand même une pétroglyphe qui va nous intéresser dans 1000 ans. C'est écrit Xavier Rosset 2013 ou 2014. Vous avez gravé vous-même votre nom et je l'ai vu sur votre site. Oui, effectivement. Moi, en voyant tous ces pétroglyphes qui traversaient les âges, je me suis dit, mais il n'y a pas de date sur ces pétroglyphes. Alors, moi, j'ai décidé d'aller dans un endroit vierge où il n'y avait pas d'anciens pétroglyphes, où je piétinais pas en fait sur l'histoire. Et j'ai gravé mon nom, mon prénom avec une date. Ça m'a pris 3h30 de temps. Et c'était quelque chose qui, j'espère, dans 4-5 000 ans, sera toujours là. Alors Xavier Rosset, vous êtes chef. Vous êtes chef de quoi d'un projet ? Comment ça se passe dans le détail, dans le désert ? Avec qui ? Dans le détail, j'arrive là-bas et il y a une énorme machine de 120 tonnes qui, elle, s'occupe de forer le désert, les roches et le sable avant que les tuyaux des pipelines viennent poser. Et moi, j'étais responsable de cette machine et des employés qui allaient avec. Le tout arrive et je remarque très vite en fait que je travaille énormément avec des Philippins, énormément de Philippins, des Égyptiens et puis quelques Syriens. Mais les Syriens ont souvent des postes un petit peu plus élevés. Et je m'aperçois qu'en fait ces gens-là, ils travaillent pas comme on travaille chez nous en fait. Ils n'ont pas le droit de sortir du pays. Ils sont prisonniers dans le pays. Ils sont prisonniers de la société pour laquelle ils travaillent. Ils touchent des salaires qui sont mais minuscules, genre ça couvre juste les frais. Mais c'est-à-dire combien, à vue de nez ? Ils doivent toucher, ça doit faire 300-400 francs suisses par mois pour entre 8 et 10 heures de travail dans les tranchées, à manger du sable, à manger de la poussière. Et puis ils n'ont pas du tout leur mot à dire, ils sont entassés dans des cages à poules. Moi j'appellerais ça des cages à poules, mais sauf qu'au lieu que c'est des poules, c'est des humains. Et j'ai découvert que c'était en fait l'esclavage moderne, sans vraiment vouloir le citer. J'ai découvert des gens qui n'avaient pas le choix, comme on avait nous, de faire ce qu'on veut, de pouvoir dire non, de pouvoir quitter une société, d'avoir quelque chose à dire. Ces gens-là, même avec 3-4 mois de salaire en retard, eh bien, ils continuaient à travailler tous les jours parce qu'ils avaient vraiment pas leur mot à dire. Et comment, en plus, non seulement ils sont mal payés, mais ils sont payés en retard. Mais pour quelle raison ? Ils travaillent pour l'État, ils travaillent pour qui ? Pour une société privée ? C'est quoi ? Vous pouvez pas prendre leur défense ? Alors, ils travaillent pour des sociétés privées qui travaillent pour l'État. Et oui, pour répondre à ta question, oui, j'ai pris leur défense. Oui, leur salaire est monté de 200 ou 300 francs, mais juste le team pour lequel je travaillais. Et non, je pouvais pas empêcher que les salaires arrivent en retard. Même mes salaires à moi arrivaient avec 3-4 mois de retard. Et là, on pouvait rien y faire parce que c'est pas un système démocratique comme on a chez nous. C'est quelques personnes qui lead, qui ont le pouvoir sur en gros la compagnie et puis ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et là, même moi, petit Suisse, je pouvais rien faire. J'étais au même niveau que ces gens-là,
Sauf que moi j'étais le dirigeant et du coup que les chefs de la société m'écoutaient. Mais j'avais le privilège aussi que j'étais le seul sur 120 ouvriers à pouvoir quitter le pays du jour au lendemain si je le voulais parce que j'étais détenteur de mon passeport. Normalement les gens là-bas ils n'ont pas leur passeport. Quand tu rentres dans la boîte, on te prend ton passeport. Et ensuite tu deviens esclave. Et ensuite tu travailles et puis le jour où eux décident qu'effectivement ils veulent bien te laisser partir, eh bien ils te laissent partir. Mais la plupart des gens qui travaillent là-bas, par exemple les Philippines, il y a un Philippin qui travaille là-bas et il nourrit avec ses 400-500 francs suisses, il nourrit toute une famille de 10 à 15 personnes qui va de sa grand-maman à sa tante, à ses enfants, aux enfants de sa sœur. Et c'est toute une collectivité qui est là autour. C'est pour ça que ces gens-là, ils n'ont pas le choix de rester. C'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Le mois prochain. Et ces gens-là espèrent tellement parce qu'ils n'ont rien. Donc ils continuent. Ils se sacrifient. Ils se sacrifient pour le bien de leur famille, exactement. Et c'est vrai que c'est difficile à voir ça. En tant que nous ici, on a tous nos petits problèmes, même au niveau du travail. Mais quand tu vas là-bas, tu as vraiment une notion qui est vraiment différente de la vie. C'est un camp de 120 personnes plantées au milieu de rien, à 1000 km de la capitale Riyad, dans le désert. Et ces gens-là, ils ont rien trop à faire. En fait, ils vivent entre eux. On a envie de parler de religion. Je ne sais pas si vous en avez envie, mais il y a quelque chose de particulier de maintenant, depuis le 7 janvier. C'est que, voilà, j'imagine ces Philippins catholiques. Ont-ils le droit de pratiquer finalement leurs croyances? Et dans ce royaume saoudien, dans lequel on inflige 1000 coups de fouet à quelqu'un qui dit « levez-vous » sur son blog, simplement une chose aussi simple que ça, on se dit « c'est pas possible ». Il y a une incompréhension totale entre une civilisation et les autres, et les esclaves qui vont la faire fleurir, cette civilisation. Alors, effectivement, ça c'est vrai. Le camp où j'étais, il y avait une mosquée. Une petite mosquée juste pour les 110 personnes qui étaient là. Et la plupart étaient musulmans, mais il n'y a aucune personne d'Arabie Saoudite qui travaillait dans ce camp. Ça n'existe pas. Beaucoup de gens en Arabie Saoudite délèguent. On va dire ça comme ça pour rester large. Et ceux qui travaillent, c'est les gens d'autres pays. Donc les musulmans, ils faisaient leurs prières. Tout se passait bien. Les Philippins qui étaient catholiques, faisaient leurs prières dans leur petite cabane. Il n'y a jamais eu aucune tension en 7 mois que j'étais là-bas entre catholiques et musulmans. Je pense que ça va beaucoup plus loin que la religion dans ces moments-là où ils sont tous dans le même panier, ils sont tous dans les mêmes embrouilles, ils ont tous les mêmes problèmes. Et c'est l'humain qui est mis au centre et tout le monde se tenait la main pour essayer d'avancer, d'avoir leur argent et puis de pouvoir vivre un petit peu mieux. Vous ressentez fort la solidarité humaine dans des conditions aussi extrêmes? Oui, effectivement. Ouais. Là, c'est plus une histoire de religion, une histoire de couleur de peau, c'est une histoire de dire on est plein de travailleurs, on se fait exploiter. Qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour essayer de tirer notre épingle du jeu? Et il y avait une énorme solidarité. Et moi, j'ai vraiment essayé d'arriver en tant que... j'étais le boss, mais je suis pas arrivé en donnant les ordres comme un Égyptien ferait ou un Syrien ferait. Je suis vraiment arrivé en montant une équipe, en laissant chacun avoir sa part de propre décision, que chacun puisse faire avancer un peu la machine. Et les gens se sentaient beaucoup plus mis en valeur et puis avoir une utilité véridique plus que d'être juste 2 bras et 2 jambes pour faire un travail. Vous avez l'impression d'avoir construit les pyramides d'Égypte, bon, c'est exagéré, mais je veux dire quelque chose d'énorme, d'utile, et en même temps avec votre humanité, avec ce petit plus qui fait que ça a été vivable à la fois pour vous et qu'on vous a peut-être regretté quand vous êtes parti récemment. Alors oui, effectivement, que j'ai construit un truc colossal, non, mais utile par contre. De ramener de l'eau pour les gens du désert, les bédouins et des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable comme on a ici tout le temps. Oui, donc là je me suis vraiment senti utile. Et après au point de vue humain, c'était un challenge entre eux et moi. Et effectivement, j'ai trouvé qu'on était vraiment un team. J'étais pas juste leur patron et on a vécu des bons moments. Et c'est vrai que quand je suis parti, ces gens-là sont retombés peut-être avec un autre patron syrien ou un patron de je sais pas d'où, mais pas quelqu'un qui était compréhensif comme moi et qui plus que de les engueuler, les boostait. Essayait tout le temps de les booster, même s'il y a une erreur, l'erreur ça arrive, c'est humain, c'est pas grave, on va corriger cette erreur-là et on fonce.
Et ça, je pense qu'ils m'ont regretté quand je suis parti. Et moi, quand je suis parti, je les regrette aussi parce que c'était des gens qui étaient très humains, avec une culture vraiment différente de la nôtre. Et ça, c'était beau. J'ai des employés qui ont pleuré en venant dans mon bureau parce que on grattait la croûte, puis on commençait à causer, puis il me dit mais je suis pas heureux, je me réveille la nuit, je me demande ma femme, mes enfants, comment ça va pour eux, ça fait 2 mois que je leur envoie pas d'argent. Et ça, c'est ce genre de choses. C'est vrai que quand des gens te parlent comme ça à nu, c'est quelque chose qui touche énormément. On dirait que vous êtes l'électron libre à l'extrême. C'est-à-dire que vous, votre liberté, jamais vous vous laisseriez faire. Et pourtant, vous rentrez dans une organisation compliquée et vous vous en sortez quand même haut la tête. Je fais au mieux. Après, moi, j'aime à penser aussi qu'on peut tous choisir la place qu'on veut avoir dans notre monde, dans notre système. Mais effectivement, moi, je suis peut-être un peu en retrait. Et je travaille pour avoir de l'argent à la fin du mois. Je paye toutes mes factures. Je dois rien à personne. J'ai aucun crédit. J'ai aucun emprunt bancaire. Et j'ai peu d'argent sur mon compte en banque. Mais pour moi, la vraie richesse, je pense, c'est d'avoir le temps de faire ce qu'on veut dans la vie. Ce qui était formidable de vous avoir rencontré une première fois et cette seconde fois, Xavier Rosset, c'est un vrai bonheur. Là, vous voyez, il va sonner minuit. On va se quitter. Oh là là, ça va vite, hein, les rencontres. Mais c'était chouette, l'émission de l'Extrême, ici sur la place centrale de Martigny, avec vous. Je vous souhaite plein de belles choses et je pense que vous serez modifié encore un peu à la prochaine expérience et ensuite à la suivante. C'est ce que vous attendez. Oui, moi, j'attends de vivre la vie et de profiter de chaque moment. Je te souhaite une bonne soirée, Daniel, et vive la vie. Et surtout, une très belle nuit.